Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, c'est officiel, l'Olympique de Marseille n'ira pas à Dublin pour la finale de la Ligue Europa. Les Marseillais se sont inclinés hier soir sur le score de 3-0 en Italie face à l'Atalanta Bergame. Est-ce que la marche était trop haute pour les Marseillais? Est-ce que les Marseillais ont fait tout ce qu'il fallait pour ce genre d'événement? Est-ce que les Marseillais auront digéré cette défaite dimanche face à Lorient? Ce sont quelques-unes des questions que je vais poser à l'équipe du BDS. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Tout fraîchement revenu, il y a quelques minutes à peine, d'Italie. Si je vous parle de naufrage collectif, est-ce que la formule est bien choisie? Non, franchement, oui, ça correspond. Naufrage collectif. Ce qui revient le plus souvent, c'est non-match. Ils n'ont pas joué. Voilà, c'est le sentiment qui ressort un petit peu après cette mascarade, je dirais, de demi-finale retour de Ligue Europa. Il y avait une équipe qui voulait se qualifier, l'autre qui avait les intentions jusqu'à 20h59 et à partir de 21h, on n'a pas compris. Mais franchement, ouais, c'est un sentiment bizarre parce que on en parlait sur le chemin du retour. La déception, elle est énorme, elle est immense. Mais pourquoi? Parce qu'on était persuadé qu'ils pouvaient le faire. Et je reviendrai sur une des questions que tu nous as posées cette semaine. Voilà, c'était pas plus facile de préparer un match nul, un but partout, qu'une victoire au match aller. Je sais pas si tout aurait été différent, mais si l'OM avait fait un petit peu plus le taf en termes de réalisme, je parle, parce que le match était intéressant il y a une semaine, on n'en serait peut-être pas là, ou peut-être aussi, mais bon, dans tous les cas, hier c'est quelque chose qui fait mal aux joueurs, au staff et qui fait beaucoup de maux de tête aux supporters. Jaco, comment c'est possible de passer au travers à ce point-là pour ce genre d'événement? C'est inacceptable, c'est inexcusable. À un moment donné, tu essaies de comprendre, mais tu peux pas comprendre ce qui s'est passé. Après, je voudrais aussi qu'on signale, je pense qu'on n'a pas assez signalé, on n'est pas arrivé à se mettre face au jeu une seule fois. C'est-à-dire que quand tu joues deux jeux, tu ne peux pas arriver à faire quoi que ce soit. Il y a eu une occasion qu'Iliman Ndiaye a ratée, mais autrement, le contrôle orienté de Amin Harit qui puisse dos au jeu repartir de l'avant, il ne l'a jamais fait. Chaque fois qu'on était en position offensive, on était capable de redonner à Aubameyang qui lui revenait dans notre surface. Et après, il y avait le relais de Paul Lopez. Donc franchement, il y a bien sûr, il y a eu une défaite olympique de Marseille, mais il y a aussi des trajets préférentiels qui ont été travaillés. On le dit régulièrement. Avant, il y a une mise en place qui est faite pour savoir comment on va pouvoir ressortir le ballon. Et là, on a fait faux aussi. Alors avant de voir en détail ce qui n'a pas fonctionné, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Oui. Certains avancent l'idée aussi que l'Olympique de Marseille, finalement, arrive à se sublimer uniquement au Vélodrome, avec des matchs comme Benfica, comme Villarreal, et qu'à l'extérieur, on atteint rapidement notre plafond de verre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Je pense pas que ce soit un côté sublimation au stade Vélodrome et ne pas arriver à le faire à l'extérieur. Je pense qu'on a un vrai problème à l'extérieur, un problème de jeu, un problème de confiance, un problème d'efficacité. C'est pas pour rien. On parle de matchs contre Benfica, contre Villarreal, contre le Shakhtar, hier contre l'Atalanta, mais on peut parler également seulement de 2 victoires à l'extérieur en championnat cette saison. Et si tu regardes le classement, contre le 17e et le 18e, à Lorient et à Clermont, ça fait bizarre parce que les 2 dernières années, l'Olympique de Marseille était la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Donc il y a quelque chose de différent, il y a un système de jeu qui est différent, il y a plein de choses qui font que l'OM n'a peut-être pas... Moi je pense qu'on peut parler plus de caractère vraiment à ce niveau-là où les joueurs... Il n'y a pas de complexe d'infériorité à l'extérieur pour l'Olympique de Marseille, qu'on ne parle pas du soutien du public, même si hier le stade il était bergamasque ou bergamote. Eh bien, franchement, les supporters qui ont fait le déplacement, ils étaient les supporters marseillais, ils étaient 750 et franchement, on aurait dit qu'ils étaient 5000. Donc après, à un moment donné, ne cherchons pas l'excuse. On n'a jamais trouvé les explications avec Jaco les 2-3 dernières années pour expliquer que l'OM était pas bon à domicile. Ben franchement, c'est difficile d'expliquer comment l'OM est devenu aussi mauvais à l'extérieur. Karim parlait pendant le match de ces Italiens en disant qu'ils nous avaient donné une leçon de football un peu dans tous les compartiments. Est-ce que tu peux décliner justement là où ils nous ont filé une leçon de football justement? Dans le réalisme, dans l'agressivité. On a rien fait. On a subi des fautes, on n'a pas été capable de réagir, même pas de réaction.
Alors qu'on a des joueurs qui ont quand même un certain caractère et un caractère certain, les gars. Moi, je pense que là, on est abasourdi, on a la lourdeur du voyage sur les épaules, mais à un moment donné, moi, j'en ai assez de voir des non-matchs comme ça. Une demi-finale de Coupe d'Europe, et tu nous montres cette copie, oh Marco. Mais c'est faire offense aux supporters marseillais qui se sont tapés 11 heures ou 12 heures de quart. Tu peux venir les applaudir à la fin. Hein. Là, c'est insupportable ce qu'ils ont fait. Quand on fait les tops et les flops dans le bar de supporters, dans le débrief, hier soir, qui tu mets dans les tops? Tu mets des gens qui sont un peu sortis du lot, tu vas dire Balerdi, Mbemba, qui ont peut-être pas trop loin la moyenne. Mais c'est insuffisant. Jaco, tu oublies surtout celui qui a été le moins mauvais de l'OM. C'est Paul Lopez le moins mauvais. Oui, bien sûr. Oui. Je parle juste des joueurs de champ. Paul Lopez, évidemment, de temps en temps, il a fait des arrêts. Par contre, moi, je le dis régulièrement, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, ces relances, c'est insupportable. Voilà. Je pense qu'il y a une stratégie qui est mise en place, on lui donne des ordres. Pourquoi tu dis qu'on n'est pas d'accord? Avec toi sur le temps qu'il met pour Lopez. Non, on est d'accord tous les deux. Mais le fait sur le bon match. Pour lui, les relances te font dire qu'il a fait un mauvais match. Moi, je trouve que c'est pas un bon gardien. Voilà, je trouve que c'est pas un bon gardien. Hier soir, il a fait 3-4 matchs dans la saison. Hier soir, il a fait un match intéressant. Jusqu'à preuve du contraire, les gars, c'est un gardien de but. De temps en temps, il faut aussi qu'il arrête de but. C'est vrai que lui, il fait partie des 3 hier soir qui ont un petit peu limité le naufrage. Mais les gars, on va lui mettre 4, 5, mais il n'a pas fait des parades extraordinaires non plus. Hein. Donc voilà, il faut raison garder, il faut se mettre en tête de ce qu'on a fait hier soir. C'est complètement inacceptable. Voilà. Et moi, si je suis l'entraîneur, je peux te dire que je les ai vus, l'entraîneur et l'adjoint, ils étaient contre le mur, contre le quart, ils savaient pas ce qui leur arrivait. Ils savaient pas ils étaient abasourdis. Parce que quand tu prépares toute une semaine un match comme ça et que tes joueurs, ils te font une telle prestation, les gars, c'est quand même inadmissible. Alors, on va essayer de décliner un petit peu. Moi, j'ai noté quelques formules que vous avez utilisées tout au long du match. Manque d'agressivité, aucune idée de jeu, manque de justesse technique, des joueurs absents, aucune prise de risque. C'est ce qui résume le non-match des Marseillais? C'est un non-match, il n'y a rien. Dans un non-match, il n'y a rien. Et malgré ce rien, eh bien, à la mi-temps, tu n'es mené que 1-0, n'en déplaise à Jaco, grâce à Paul Lopez, parce que normalement, tu peux en prendre 2 ou 3 facilement en première mi-temps, même si c'est son travail, il a quand même retardé l'échéance. Et après, il y a le tournant du match. Voilà, pour moi, c'est pas... Après, je te dis pas que l'OM se serait qualifié, que l'OM aurait gagné, mais dans tous les cas, il faut marquer. Voilà, quand il y a une occasion comme celle-là, moi je veux pas charger le petit parce que c'est un bon petit, mais bon après on parle de ballon, on parle de l'action d'Iliman voilà, c'est pour moi c'est impossible. Et pour le coup, on était à 20 mètres, nous, à 20 mètres. Exactement. On était juste, moi j'étais dans l'axe au moment où il met ce ballon. Mais je crois même qu'en direct, j'annonce but tellement il y a des guns dans la cage, puisque Mousseau il est sorti, et que le défenseur il est à la ramasse derrière, à 3 mètres derrière. Donc voilà, comment tu fais pour rater une occasion comme celle-là? Et je rappelle que 2 minutes 30 plus tard, ou 3 minutes, eh bien il y a Matteo Ruggeri qui lui réussit un enchaînement fantastique, lui le gaucher, qui se met sur le pied droit, qui envoie une minace pleine lucarne. Donc voilà, il y a des choses... Il y a des moments, on pourra parler de plein de choses, on peut parler des grands joueurs qui ne sont pas là dans les grands matchs, on a parlé de Mbappé mardi pour le PSG, hier pour le coup, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons joueurs. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, hier, il était aux abonnés absents. Alors il y a de la déception, on le voit en larmes à la fin du match. Je comprends la déception, la frustration, mais bon, sur le terrain, quand tu prends le match aller, le match retour, c'était insuffisant. Complet. Ça n'est pas lui le responsable. Attention, il faut pas me faire dire ce que je dis pas. Le responsable, là, c'est le groupe tout entier, le staff tout entier. Parce que comment tu peux arriver à Bergame et à afficher autant de sérénité, quasiment presque un peu de confiance, et être autant absent sur le terrain au moment des débats? Faut être sérieux, les amis. Quand on parle d'Iliman Ndiaye, on en a parlé sur le retour. Quand je te dis qu'il s'informe pas. Il s'informe pas, et je vais te donner pourquoi il s'informe pas. Parce que quand tu lèves la tête, si tu le croises trop, c'est que tu t'es informé pour savoir où étaient les cages. Donc il aurait trop croisé, à la limite on dit il a trop croisé. Mais là, même pas, c'est qu'il pensait, sans lever la tête, qu'il allait marquer. Les gars, quand il te dit Marco que c'est peut-être le tournant du match, effectivement,
ça peut être le tournant du match. Parce qu'après, les actions, ce ne sont pas les mêmes. Déjà, il y a un centre pour eux, donc tout est différent. Et je trouve que ce truc-là, c'est encore une fois inadmissible. Combien de fois ce joueur, il nous a mis en difficulté? Combien de fois? Quand on voit Aubameyang avec Iliman Ndiaye qui sont à 200 mètres, quand tu joues à deux têtes, si tu veux être quand même performant, il faut que tu sois près un de l'autre. C'est pas possible. Après, je vais finir aussi sur le milieu de terrain. On a un milieu de terrain à 3, d'accord, avec un Amin Harit en haut, et on a les deux pointes basses qui sont Veretout ou Kondogbia, où ça change de temps en temps, mais ils sont trop larges aussi. Il y a personne dans le cœur du jeu, il y a personne au milieu. Comment tu veux construire une action? C'est pas possible. Donc il y a les défenseurs centraux qui balancent le ballon devant, et chaque fois ça va à la mer. Trop d'occasions ratées d'une manière générale. Tu parlais effectivement de ce tournant du match avec Iliman Ndiaye, et tu rappelais en début d'émission les occasions ratées. À ce stade de la compétition, tout se joue sur des détails, et c'est que des gros détails en défaveur de l'OM. Oui, voilà, oui, il y a les détails, des occasions ratées, et après il y a quand même, pour moi, hein, c'est le résumé de ce match. Et il y a une équipe qui était vraiment en mode Coupe d'Europe, en mode je veux aller en finale, et une autre qui était là et qui savait pas trop, semble-t-il, ce qu'il fallait faire. Je sais pas, moi on a beaucoup parlé de est-ce un avantage de pas avoir joué? On s'est dit oui, bien entendu, tu vas être frais, tu vas être. Mais bon, les joueurs de l'Atalanta, ils couraient plus que toi, plus longtemps, plus vite, ils mettaient plus vite le pied, ils allaient plus fort dans les duels, ils étaient plus agressifs. Mais ça veut dire quoi? Que la préparation à l'italienne, elle est meilleure que la préparation à la marseillaise? Après, il n'y a pas de préparation à l'italienne ou à la marseillaise. Il y a le groupe de Gasperini, il y a une façon de jouer, une façon d'appréhender les moments. C'est pas un hasard. Ça fait 8 ans qu'il est là. 8 ans, il a mis quelques années pour mettre son royaume en place. Et depuis au moins 4 ans, eh bien, c'est une des meilleures équipes d'Italie, et c'est une des équipes les plus belles à voir jouer. Et au match aller, on les a vus jouer un quart d'heure. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient pas bons, parce que l'Olympique de Marseille a fait le match qu'il fallait. Et si tu mets rien en face l'Atalanta te massacre. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Parce que Scamacca, il a fait ce qu'il a voulu, il a mis des coups quand il voulait, que Ademola Lookman, il a montré que c'était plus que remplaçant, que quand il rentre Miranchuk en deuxième mi-temps, que quand il rentre Pasalic en deuxième mi-temps, il te montre qu'ils sont encore au-dessus et au niveau de l'agressivité encore plus. Voilà, même El Bilal Touré, qui est remplaçant de luxe dans cette équipe, l'ancien joueur du Stade Rennais, du Stade de Reims, avant-centre de l'équipe du Mali, sélectionneur, Eric Schell, il me dit, il a de la qualité, mais il exploite pas à 200%. Ouais, il a fallu une demi-occasion pour qu'il mette le troisième. Il est anecdotique, hein, le troisième. Hein. On le disait, que tu perdes 2-0, 2-1 ou 3-0, c'est exactement la même. Tu es éliminé. Par contre, c'est le visage de l'Olympique de Marseille qui est incompréhensible d'une part, inacceptable de l'autre. Mais Karim, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'en deuxième mi-temps, tu rentres normalement au vestiaire, quand tu as fait une telle prestation, tu dois avoir au moins, dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, grâce à une causerie du coach qui est pas content, un peu plus d'intensité, un peu plus de réaction. Déjà, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire qu'il remet les 11 mêmes joueurs. Donc tu te dis, il est satisfait de ce qui s'est passé ou pas du tout. Donc tu rebalances 11 mêmes joueurs. Et c'est la même soupe qui nous est servie, avec pas d'intensité, avec pas d'idée de jeu, il n'y a rien qui se passe. Et tu attends des changements. Les changements, ils arrivent, et quand ils arrivent, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quelquefois, nous on s'amuse régulièrement dans le débrief de dire, mais pourquoi il n'a pas mis lui, il aurait dû mettre lui. Mais c'est pareil les gars. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont fait le même travail, c'est-à-dire rien. Et ça, c'est pas possible. Alors, dans le débrief, pour la première fois, certains auditeurs avançaient là aussi l'idée que Jean-Louis Gasset et son staff non plus n'avaient pas fait un gros match hier soir. Et effectivement, l'exemple flagrant, c'est pas de changement en deuxième période. Il n'y a pas eu de signe fort pour dire... Je prends les choses en main, je suis pas content, on va faire différemment maintenant. Mais pourquoi Jean-Louis Gasset il a l'immunité? Non, il n'a pas l'immunité. Jean-Louis Gasset, il peut aussi se tromper.
Moi, je pense qu'il s'est même trompé dans la mise en place tactique et la stratégie mise en place pour laisser venir cette équipe de l'Atalanta. À quel niveau? À quel niveau? Ben, déjà, le fait de jouer encore plus bas que d'habitude, en essayant de repartir toujours avec ces ballons, et quand tu les dégageais, ben, tu perdais toujours avec la mise en place du jeu offensif, avec Aubameyang qui tournait autour d'une surface proche de la ligne médiane et du rond central, et qui jouait, je sais pas moi, au bout de 3 remises en première intention, tu l'appelles et tu lui dis Pierre-Emerick, voilà, simplifie ton jeu. Il a très bien fait Jean-Louis Gasset quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il a dit on va reprendre les bases, on va tout simplifier. Oui. Voilà, comme ça tout le monde va faire ce qu'il sait faire. Là, on s'est inventé quand même des postures. Combien de ballons, je crois qu'on a été les champions d'Europe des passes à l'adversaire hier, hein. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font que à un moment donné, quand tu vois l'apport offensif qui est trop limité de Klose et de Merlin, et surtout que quand on part à l'abordage, les deux en même temps, et ça, Jaco l'a souvent expliqué avec cet effet banane, comme il le dit, quand il y en a un qui monte, le deuxième doit un peu moins monter, mais quand les deux se trouvent au niveau de la surface de réparation, je rappelle que c'est Kondogbia qui est au marquage de Lookman sur l'ouverture du score. Donc voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites sur le terrain, qui n'ont pas été bien appliquées, mais je pense que certaines consignes n'étaient pas non plus les plus appropriées pour ce match-là. Les consignes simples, en fait, si tu veux résumer, quand Paul Lopez attend de dégager, c'est-à-dire qu'il attend que les adversaires montent le plus possible, c'est la loi des nombres pour pouvoir envoyer un long ballon et avoir moins d'adversaires dans leur camp. Jusque-là, c'est une stratégie, mais de temps en temps que tu la fasses, Marco, il n'y a pas de problème en cours de match. Mais tu l'as fait 50 fois, ça marche pas 50 fois. Paul Lopez, régulièrement, n'envoyez pas le ballon où il faut. Ensuite, quand tu es défenseur, on a tous joué au football, même à un petit niveau, quand tu es défenseur central et que tu vois arriver ce ballon aérien tranquille, quel bonheur avec la tête de pouvoir le renvoyer, alors que ton attaquant, lui, encore une fois, il est dos au jeu. Donc je pense que c'est bien d'avoir une stratégie, mais il faut pas l'utiliser 150 fois la même chose. On dirait qu'il y avait que ça à faire. Quand il parle de Pierre-Emerick Aubameyang, il y a une action, il est encore une fois dos au jeu, première intention, il envoie le ballon en enroulé, mais il y a personne, il a même pas regardé, le ballon est allé mourir, Marco. Mais ça, c'est inquiétant, tu te dis, waouh, tant que ça, la médiocrité. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'elle va rester dans les têtes marseillaises, cette élimination? Elle va rester dans les têtes marseillaises. Ouais, elle va rester dans les têtes marseillaises jusqu'à la fin de la saison. La fin de la saison, c'est dans 9 jours. Oui, elle va rester dans les têtes. Après, pour moi, c'est pas non plus le traumatisme de la saison. Il y a eu des choses beaucoup plus graves cette saison à l'Olympique. Voilà, il ne faut pas. Alors je sais que pas tout le monde est d'accord avec moi, mais il faut pas occulter ce que l'OM a fait en Coupe d'Europe cette saison, parce que tu arrives en demi-finale. C'est pas quelque chose qui arrive chaque saison. Demande à Monaco s'ils étaient en demi-finale cette année. Demande à Lyon s'ils étaient en demi-finale. Demande à Nice. Demande même à Lille, pêcheur, parce qu'ils sont tombés en quart de finale. Les deux derniers clubs français, c'était le PSG et l'Olympique de Marseille. Et l'OM, franchement, quand tu vois par où t'es passé avec tes 4 entraîneurs, avec des semi-révolutions avec les supporters, avec la CAN au milieu qui a été très mal gérée par l'Olympique de Marseille, avec la semaine de l'horreur pendant la trêve internationale au mois de mars où tu perds 5 joueurs. Voilà, tu te retrouves dans le dernier carré, et après le match aller, tu as encore la possibilité de te qualifier. Donc voilà. Mais oui, je pense que si l'OM ne finit pas sa saison de manière correcte, c'est-à-dire, faut pas tortiller, 3 victoires contre Lorient, à Reims et au Havre, pour au moins aller chercher une hypothétique place en Ligue Europa Conférence, elle laissera encore plus de traces. Justement, dimanche, c'est Lorient. Quel style d'ambiance vous imaginez au Vélodrome? Un Vélodrome qui est annoncé encore une fois comme pratiquement toute la saison. C'est le dernier match de la saison au Vélodrome. À guichet fermé. Quel style d'ambiance les supporters vont proposer à leurs joueurs? Je pense que dès l'arrivée des joueurs, malgré tout, il y aura forcément une ambiance. Ça me paraît logique. Mais en cours de match, si tu fais les mêmes prestations, c'est-à-dire que tu rends la même copie, si Paul Lopez va mettre par exemple un petit moment à dégager, déjà que ça les a agacés régulièrement, cette situation, là je pense que tu risques d'avoir une bronca. Imagine-toi que tu prennes un but, ça peut aller très vite, c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'essence. Au niveau de la limite de l'encouragement, il n'y a plus d'essence. Ils vont le faire, je pense, mais vite, ça va passer en zone rouge. Lorient, pour l'instant, dans la charrette pour la Ligue 2, est-ce que ce sera pour autant
un match facile dimanche soir. Ben non, c'est pas facile, hein. On le sait. Après, Lorient joue sa survie à chaque match, mais Lorient est capable de faire de grosses erreurs, comme on l'avait vu au match aller, hein, parce que la première mi-temps de l'OM à Lorient est peut-être la plus belle mi-temps de l'OM à l'extérieur cette saison en Ligue 1, avec quand même 4 buts marqués, dont un doublé de Aubameyang, Mbemba et but de Balerdi. Mais voilà, ils jouent avec l'énergie du désespoir. Ça va être très compliqué pour eux de se sauver. Et eux, il leur reste, je crois qu'il leur reste 3 matchs, eux. Parce qu'ils n'ont pas joué le fameux match contre le PSG, ou je me trompe. Non, c'est Nice, pardon. Voilà, tu vois, le retour m'a. Donc voilà, ils ont 2 matchs. Ouais. Ils ont 2 matchs à jouer. Et à moins de miracles, ils seront dans la charrette. Mais voilà, c'est un peu la magie ou la sorcellerie du football qui fait que quand 2 équipes ont un gros objectif, parce que l'Olympique de Marseille ne veut pas rater sa sortie au Vélodrome devant son public, parce que Jaco le disait, oui, ça peut frotter si ça se passe mal en cours de jeu, mais bon, l'objectif c'est que l'Olympique de Marseille, qui n'a perdu qu'une fois à domicile cette saison, demeure invincible quasiment et offre un joli spectacle pour la dernière au Vélodrome, quoi. Jaco, l'Olympique de Marseille européen à la fin de la saison, c'est encore jouable pour toi ou pas? Ouais, c'est encore jouable, mais avec d'autres intentions, avec de l'envie. J'espère que ça n'a pas laissé beaucoup de traces, parce que j'ai vu un staff fatigué, j'ai vu des joueurs Aubameyang pleurer, donc il va falloir remotiver toutes ces troupes. Voilà, c'est pas la fin du monde, même si ça fait de la peine, ça fait mal à tout le monde. Mais voilà, encore une fois, il faut relever la tête. On est des joueurs professionnels, on est des amoureux de l'OM, et pour le public, pour tout le monde, il faut montrer d'autres choses. Donc moi, je suis plein d'entrain, je peux être l'optimiste de service, mais si je suis dans le vestiaire, je leur fais un discours pour fédérateur, au moins pour tout notre public qui a été, eux, en Champions League tout au long de l'année. Hein. La Ligue 2, on en parlait avec Lorient, la Ligue 2, elle peut aussi s'envisager pour le Football Club de Martigues. C'est peut-être le match le plus important de ces 20 dernières années. Depuis 2002, tu semblais dire que l'Olympique de Marseille que le Football Club de Martigues avait quitté justement la Ligue 2. Ce soir, Dijon FCM, en direct sur Maritima avec les commentaires d'Enzo. C'est peut-être le match de l'année, quoi. Oui, le match de l'année, je ne sais pas si c'est le match de l'année, parce que je pense que Martigues a fait le match de l'année la semaine dernière, dans le derby. Une semaine avant, ils avaient gagné à Niort, mais bon, la semaine dernière, contre Marignan Gignac, qui était très costaud sur le terrain et en supériorité numérique, Martigues a quand même remonté le handicap pour repasser devant et garder cet avantage pendant toute une mi-temps. Donc voilà, le taf a été en partie fait la semaine dernière, puisque Niort a perdu à Rouen le lendemain. Par contre, voilà, ce soir, c'est le match qui peut-être officialiser le mariage entre le FC Martigues et la Ligue 2. Pour cela, il faut à minima, je pense, faire un match nul. Mais bon, pour que les gens comprennent, si Martigues perd ce soir à Dijon et que Niort ne gagne pas à domicile, Martigues sera directement en Ligue 2. Donc voilà, c'est bizarre, hein. Parce que l'année dernière, Martigues a fait la course en tête quasiment pendant toute la phase retour et s'est écroulé sur les 2-3 dernières journées, notamment avec l'enchaînement Nancy et Borgo. Là, ce soir, franchement, la libération pourrait venir alors qu'on les attendait pas. Donc, on va supporter Martigues et supporter Enzo Bonanana ce soir. Allez, Dijon FCM tout à l'heure en direct sur Maritima à partir de 21h avec les commentaires d'Enzo. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, allez vous reposer. Vous avez bien mérité un petit repos avant le retour dimanche. On n'a même pas parlé des pronostics pour une victoire de l'OM. Une victoire de l'OM, peu importe le score. Exactement. Voilà. On se quittera sur ça. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de semaine, bon week-end. Allez l'OM, allez le FCM et à très vite. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Passion Marseillaise. Nous voilà éliminés et sans mérite ni envie. Maintenant quoi attendre de cette saison? Plus rien. À part jouer peut être la Conférence League, mais pourquoi aller au fin fond de l'Europe pour des matchs à température moins 10 degrés? Je ne vois pas trop l'intérêt, surtout vu comment la Conférence League est rémunérée. Je suis complètement abattu et dégoûté, mais bon, nous devons rester derrière l'équipe même s'ils ne le méritent pas. Allez l'OM et à bientôt sur Passion Marseillais.